Eh bien, on est ensemble sur Sud Radio pour le 10h midi et nous débattons, on continue de débattre. Gilles Gansman n'arrive pas à quitter le studio. Il faut toujours parler. Pour débattre aujourd'hui, Alexis Poulain, bonjour, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour, on vous retrouve également sur Sud Radio tous les mercredis dans la matinale pour le dito politique. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, candidat au régional en Ile-de-France sur la liste Europe Écologie Les Verts de Julien Bayou. Vous irez voter, rassurez-moi, vous n'êtes pas un boomer. Moi, je suis un boomer. Vous êtes un boomer? Je suis un boomer. Bah ouais. Je suis un senior, j'ai plus de 45 ans, donc selon les statistiques INSEE, je suis considéré comme un senior. Senior, bon. Et Jérôme Dubus, bonjour, membre de La République En Marche. Bonjour à vous. On a évoqué évidemment cette campagne. Vous en avez pensé quoi, tiens, avant qu'on commence de la campagne Europe Écologie Les Verts? Alexis Bachelet. Tout ce qui est excessif est insignifiant, Valérie. Donc, que ce soit dans un sens comme dans l'autre? Exactement. Que ce soit certaines campagnes de communication ou les réactions qu'elles suscitent. Bon, très bien. C'est pas langue de bois. Il y a un truc que j'ai remarqué suite à cette affaire, c'est le relooking de Julien Bayou. Exceptionnel. Je l'ai vu sur France Info hier. Alors, il s'est coupé les cheveux, il est en costard-cravate. Je l'avais jamais vu avec une cravate, Julien. C'est incroyable. Je ne sais pas quel communicant lui a fait faire ça, mais on sent que c'est... C'est Arnaud Champremier-Trigano. C'est grave. C'est Arnaud Champremier-Trigano qui s'occupe de sa campagne. Voilà. Si j'étais taquin avec Alexis Poulain, je lui dirais que peut-être Clémentine Autain a pris le même communicant parce qu'elle a aussi fait un relooking spectaculaire. Qui ça? Clémentine Autain. Ah oui, non, mais ça fait partie de la grammaire des politiques. Hein. Quand on commence à être sérieux, il y a des gros enjeux. Ils sont bourgeoises tous. Ils sentent que la région de France est à droite. Et puis Alexis, toi aussi, tu as un beau costume cravate. Moi, j'ai toujours eu. Vous êtes candidat à quelque chose, vous allez nous annoncer. Moi, je suis toujours candidat, moi. Oui, vous êtes toujours candidat permanent. Voilà, je pensais que vous alliez la nous annoncer. La gauche sont bourgeoise, c'est grave. Bon, oui. On va parler terrorisme. Est-ce qu'il faut renforcer la surveillance d'Internet? Vous savez que la loi antiterroriste est aujourd'hui présentée au Conseil des ministres. Faut-il ouvrir la vaccination à tous? Il y a des créneaux un petit peu partout en France qui sont vacants, où des doses ne trouvent pas preneur. Et puis le couvre-feu, sert-il encore à quelque chose? Faut-il le lever? On en parle avec vous. Donc, petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Jérôme, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur pour nos pêcheurs de la Manche, qui sont un peu les dindons de la farce du Brexit pour le moment, parce qu'en réalité, l'accord qui avait été conclu dans le cadre du Brexit pour nos pêcheurs leur permettait, à partir du 1er janvier 2021, d'aller pêcher dans les eaux anglaises, qui sont les plus poissonneuses. Hein. Je ne suis pas un technicien de la pêche, mais enfin, c'est ce qui a été dit. Et donc, ils pouvaient aller jusqu'à 22 km des côtes, avec une autorisation, ce qu'on appelle une licence, qui était donnée par les autorités anglaises pour 4 ans, donc jusqu'en 2025. Or, il se trouve que les autorités anglaises ont commencé à délivrer un certain nombre de licences. Ils en ont délivré à peu près la moitié de ce qui avait été demandé. Et aujourd'hui, ils ont tout bloqué et ils demandent des compensations et des conditions. Ils rajoutent des conditions supplémentaires à l'obtention de ces licences. Donc, on a des pêcheurs qui sont à quai, faute de licence, notamment sur la Manche, depuis le 1er janvier. Ça s'ajoute évidemment à la situation de la Covid. Et donc, ce sont des gens qui sont actuellement incapables d'aller pêcher. Ils sont dans l'impossibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas cette licence. Alors, ils peuvent pêcher dans les eaux françaises, mais les eaux françaises ne sont pas les plus poissonneuses. Et donc, c'est un coup de cœur que je leur lançais. Ils ont manifesté la semaine dernière. J'espère que ça va se résoudre, parce que c'est une situation qui ne peut pas durer. Et on voit, à travers cet exemple, les difficultés d'application de l'accord du Brexit qui commencent, où Londres commence à rajouter des conditions qui n'étaient pas prévues. J'espère que ça va s'arrêter au problème de la pêche, mais avec ces Anglais, j'ai l'impression qu'on va avoir des difficultés majeures d'application de cet accord Brexit. Bah écoutez, on verra effectivement la suite si ça ne concerne que la pêche. Alexis Bachelet, c'est un coup de gueule? Oui, c'est par rapport à la situation en Inde. Je trouve qu'on n'en parle pas énormément, même si ça commence un petit peu à être abordé, mais on est quand même à plus de 3000 morts jour dans ce pays, à plus de 200 000 morts du Covid, et on voit les ravages d'une pandémie quand elle est incontrôlée.
elle est incontrôlée parce que je pense que c'est très compliqué en Inde d'appliquer les protocoles sanitaires que nous essayons, nous, tant bien que mal, de respecter. Et puis, je pense que le système de santé aussi ne peut pas faire face, évidemment, à cette situation. Et donc, les gens meurent dans la rue, les gens meurent dans les couloirs des hôpitaux ou des dispensaires. Et je veux quand même avoir une pensée pour le peuple indien qui traverse cette épreuve, comme d'ailleurs le peuple brésilien, mais c'est peut-être même encore pire, je crois, en Inde, ce qui se passe en ce moment. Les images sont tragiques. Il y a 1 milliard d'habitants en Inde, donc c'est effectivement tragique. Rapporter le nombre de morts, même si les images, comme vous le dites, sont extrêmement choquantes au nombre d'habitants qu'il y a en Inde. Mais c'est effectivement des images qui sont saisissantes. J'en profite, vous dites qu'on n'en prend peut-être pas la mesure. Moi, je rappelle qu'il se passe aussi en Birmanie, qu'il y a un coup d'État militaire, qu'il y a des gens qui sont tués, attaqués à balles réelles, des jeunes femmes et des jeunes hommes emprisonnés et torturés. Donc je profite pour dire que oui, on est totalement silencieux devant ce qui se passe en Birmanie. Alors, Kevin Bossuet, coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre le papier de Guillaume Gendron qui est paru lundi dans Libération sur Sonia Mabrouk, qui est Guillaume Gendron, c'est ce type qui est au journaliste que les plats Fleury-Méchon sont à la grande cuisine, puisque tous ces papiers, évidemment, sont empreints de malhonnêteté intellectuelle ou d'approximation militante. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans ce papier? Que finalement Sonia Mabrouk serait l'égérie de la droitosphère, qu'elle aura un brushing à la Fox News, ou encore qu'elle se serait zémorisée. Donc comme si finalement on ne pouvait pas avoir l'amour de la France chevillé au corps, et on ne pouvait pas avoir finalement l'amour de la République contre l'islamisme, contre le séparatisme ou contre le racialisme, sans être classé à droite ou sans être classé même à la droite de la droite. Et évidemment, ce journaliste de gauche, évidemment, insiste sur les origines tunisiennes de Sonia Mabrouk, puisqu'il parle d'une musulmane laïcarde. Il met en avant notamment son accent arabe et il enfile évidemment les perles sexistes. C'est quelque chose qui est évidemment intolérable. Comme si finalement, quand on a l'amour de la France chevillé au corps et quand on est d'origine finalement musulmane, on ne pourrait pas être une journaliste comme les autres. Et puis il part du principe qu'à partir du moment où on est une femme, finalement, on ne pourrait pas défendre quelqu'un comme Éric Zemmour. Donc qu'a fait ce journaliste? Il a essentialisé Sonia Mabrouk pour mieux la discréditer. Évidemment, c'est insupportable. Évidemment, c'est dégueulasse. Donc que ce journaliste cesse son activité, qu'il rejoigne plutôt ses amis idéologiques, les Obono, les Rokhaya Diallo ou encore les Jean-Luc Mélenchon, et qu'il arrête de s'en prendre à une journaliste aussi talentueuse, aussi intelligente, aussi gracieuse, car son papier restera dans les annales du journalisme comme un vomitif et comme un laxatif profondément dégoûtant. Toujours dans la mesure. Voilà, c'est ma marque de fabrique. C'est vrai que le papier... Tout ce qui est excessif... pardon. Ouais, mais le papier, c'est à l'image de son papier, en fait. Le papier n'est pas... Vous l'avez lu? Oui, Qui l'a lu, le papier? Moi, je l'ai lu. Moi, j'ai lu. Oui. J'ai trouvé ça effectivement gratuit, facile et sexiste. Oui, et particulièrement indigne. Hier, elle a répondu en disant beaucoup de réactions au portrait de Libé. Merci de ne pouvoir répondre à tous. Entre la préparation de mon brushing à la Fox News, le maquillage lourd sur paupières fatiguées et mes mâles et pâles mentors, sans compter la droitosphère à régaler. Bref, c'est du boulot. Elle a répondu avec humour. Vous avez lu le papier, Alexis Bachelet? Non, je n'ai pas lu. Je pense que je ne le lirai pas et j'ai mieux à faire parce que quand même tout ça est un petit peu artificiel, superficiel, n'intéresse que peu de gens en réalité, et donc je pense que ça mérite pas ni d'être lu, et encore moins d'être commenté. Voilà. Ah bah super. Alors, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est caractéristique de ce que représente aujourd'hui une partie de la gauche. Enfin, on part du principe que finalement Sonia Mabrouk serait l'arabe des services des gens de droite. Voilà ce qu'on dit finalement dans ce papier. C'est évidemment inacceptable et ça rejoint toutes ces théories racialistes, toutes ces théories indigénistes qui sont en train d'envahir la gauche et qui sont en train de tuer la gauche. Jérôme Dubus, vous l'avez lu ou pas? Oui, je l'ai lu. Je l'ai trouvé totalement insignifiant. Enfin, je veux dire. Non, c'est pas insignifiant le mot. Le mot n'est pas insignifiant. Enfin, franchement, c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est même pas la peine d'en parler. Ce journaliste, on le connaît depuis des années. On sait qui il est.
Libération, ils doivent tirer maintenant à 50 000 exemplaires. 20 000, 17 000 lecteurs, je crois. Oui, ou 17 000, enfin c'est totalement ridicule. Et donc leur chambre d'écho est totalement réduite, c'est même pas la peine de leur en donner. Voilà. Bon. C'est même pas la peine de leur donner plus d'écho qu'ils ne le méritent. Vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je voulais ajouter un truc sur Libé, c'est que quand même, ils ont fait une double page sur Jacquard, complice de Matzneff dans ses jeunes années, de manière totalement décomplexée, hein, sur les bouquins de Jacquard, qui tenaient aussi la chronique psychologie du Monde. Donc, qui fasse un portrait pourri de Sonia Mabrouk, voilà, c'est d'une tristesse... caractéristique. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ou pas, Alexis Bachelet ? Je pensais avoir tout dit, mais visiblement, je ne vous ai pas convaincu. Mais non, mais bon, je veux dire, on est dans un pays libre, la presse est libre. On lit des papiers désagréables qu'on n'aime pas. Il y a des journalistes qu'on n'aime pas. Il y a des journalistes qu'on aime bien. Voilà. Le jour où Kevin Bossuet critiquera un papier de Valeurs Actuelles, je pense qu'on aura fait avancer le pluralisme. J'étais le premier à le faire sur la caricature de Daniel Obono, donc il faut vous mettre au goût du jour, Alexis. C'est dommage, j'ai raté ce moment rare, historique, presque unique. Voilà. Historique. Allez, on va marquer une pause et il y aura le coup de gueule d'Alexis Poulain au retour, qui est le teasing. Vous allez rester avec nous sur Sud Radio. On reviendra sur la loi antiterroriste, la vaccination pour tous, le couvre-feu. Faut-il le supprimer, l'alléger, le lever? On y revient dans un instant. À tout de suite. On est ensemble pour le 10h midi avec Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, candidat au régional en Ile-de-France sur la liste Europe Écologie Les Verts de Julien Bayou, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, tous les mercredis matins sur Sud Radio pour l'édito politique. Le couvre-feu sert-il encore à quelque chose? Faut-il le lever? Faut-il ouvrir la vaccination à tous? Et puis la loi antiterrorisme qui est en ce moment même présentée au Conseil des ministres avec 2 points importants, dont celui de la surveillance Internet et des algorithmes. On va y revenir dans un instant. Alors Alexis, vous aviez un coup de gueule. Oui, alors c'était sur alors c'est parisien, désolé, mais la réouverture des terrasses, peut-être, hein, c'est pas des restaurants, et tout de suite, voilà que la majorité à Paris parle directement de taxer ces terrasses, hein, l'extension des terrasses qui avait été offerte à titre gracieux l'an dernier, en disant c'est bien, mais va falloir payer, hein, parce que rien n'est gratuit dans ce bas monde, à des restaurateurs qui sont fermés depuis des mois, qui certes ont des aides, mais pour certains voient quand même difficilement comment ils vont pouvoir remonter la pente, et alors qu'on n'a même pas de date de réouverture, on parle déjà des taxes pour les extensions de terrasses, alors qu'on ne sait même pas s'ils vont pouvoir ouvrir les salles. Donc avant même de savoir quelles vont être les modalités de réouverture, on parle déjà des taxes qu'ils vont avoir sur le dos. Je trouve ça totalement déplacé en termes de timing. Je ne vois pas quel est l'intérêt de sortir ça maintenant, et je pense que ça va très mal passer auprès des consommateurs, des publics et des usagers, c'est des restaurateurs qui vont payer. Et des restaurateurs, évidemment, et je leur apporte mon soutien, parce que là je vois pas comment on peut sortir un truc pareil en étant aux responsabilités. Oui, toujours prêt. Alors il y a un restaurateur qui dit toujours prêt à dégainer l'arme fiscale, d'autant que ces droits de terrasse seront éphémères. Exactement. Et que ces terrasses seront non exploitables passé 22 heures pour ne pas mécontenter les comités de riverains et non chauffés pour faire plaisir aux écolos. C'est une honte. Je suis d'accord, pour une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Alexis sur ce sujet. En réalité, il y a une taxe sur les droits de terrasse qui ont largement augmenté sous la mandature précédente, puisque je crois qu'ils ont été doublés pour un certain nombre d'entre eux dans certaines parties de Paris, notamment les quartiers touristiques. Donc on avait déjà eu une augmentation massive de ces droits de terrasse pendant la mandature précédente, et voilà qu'aujourd'hui, sur des terrasses qui sont éphémères, hein, c'est des récupérations sur des parkings. Alors justement, c'est là que la mairie de Paris dit que c'est un manque à gagner des places de parking. Mais ils ferment les places de parking de toute façon sur les terrasses. Non, les places de livraison, c'est sur des places de stationnement. Non, mais c'est récupéré sur des places de livraison, sur des trottoirs, etc. Donc ce sont des terrasses éphémères qui n'existent pas en temps normal et qui ne suscitent pas de rentrée fiscale. Bon, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Les terrasses normales
vont payer effectivement des droits de terrasse classiques. Mais là, ce sont des terrasses provisoires, ce sont des terrasses éphémères. Et non seulement on rétablit, on veut rétablir ce droit de terrasse, on veut faire payer dès la réouverture ce droit de terrasse, mais en plus, c'est une recette qui viendrait en supplément de ce qui existe déjà, puisque en réalité, c'est une recette qui n'existe pas en temps normal. Donc c'est doublement injuste. Ouais. Moi, j'espère que la majorité municipale de Paris reviendra sur cette décision. Alexis Bachelet, vous êtes concerné également chez vous ? On est concerné par le droit de terrasse, puisqu'effectivement, c'est la responsabilité des collectivités locales et des communes de régler tout ce qui se passe sur la voie publique. Donc, effectivement, le droit de terrasse en temps normal, il est payant, puisque l'occupation du domaine public est payant, sauf pour un motif d'intérêt général. Donc là, je ne sais pas exactement quels sont les ressorts dans la ville de Paris. Je ne sais pas si ça fonctionne par arrondissement ou si c'est à l'hôtel de ville. C'est global. Que tout ça se décide. Mais c'est vrai que compte tenu de la situation un peu exceptionnelle et de la difficulté pour les commerçants à retrouver une activité normale et durable, je pense qu'il faudrait les exonérer, au moins tant qu'on est encore dans cette situation de crise sanitaire ou de crise post-Covid, de ce droit d'occuper et effectivement leur faciliter la vie, et notamment au niveau financier, parce que c'est un peu paradoxal de dire il faut les aider d'un côté et en même temps de leur imposer les taxer de l'autre. Il faut un peu de cohérence. Voilà. Oui, on retrouve la gauche dans toute sa laideur. En effet, pour la gauche aujourd'hui, notre identité n'existe plus, les racines chrétiennes n'existent plus, nos frontières n'existent plus. Il n'y a plus que les aides sociales, les taxes et les impôts qui existent. Voilà le bilan de la gauche aujourd'hui en 2021. Donc, on va mettre des croix et des crucifix sur les terrasses éphémères. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Moi, je serais tout à fait content. On va faire des processions et des chemins de croix. Comment faire passer des exorcismes. Et surtout, c'est pour financer quoi? Si c'est pour financer comme le cœur à Port de Clignancourt, franchement, on ferait mieux de nous tirer moins d'argent. On a des nouvelles de La Fontaine qui a disparu. Non, on n'a toujours pas retrouvé La Fontaine, effectivement, de plusieurs tonnes qui a disparu, porte de la Chapelle. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc voilà, mais nous, on est très parisiens, donc on va changer de. Il faut lancer un avis de recherche. Voilà, changer de sujet. Donc c'est aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présente en Conseil des ministres donc son projet de loi qui entérine et renforce les mesures qui sont déjà en cours d'expérimentation en matière de renseignement et d'antiterrorisme. Alors c'est un texte qui était évidemment en préparation avant l'attaque de Rambouillet. Ce texte propose entre autres de pérenniser la technique, alors une technique très controversée de l'algorithme qui a été introduite à titre expérimental dans la loi de 2015 et qui permet le traitement automatisé des données de connexion pour détecter les menaces. Écoutez ce que disait Gérald Darmanin ce matin à propos de cette utilisation des algorithmes. Nous avons expérimenté à l'époque, sous le gouvernement précédent, des techniques de renseignement nouvelles, dont l'algorithme, que chacun, si j'ose dire, subit toute la journée, par Google, par Facebook, par Le Bon Coin, qui utilisent ces algorithmes. L'État français ne l'utilisait pas. Même Le Bon Coin utilise des algorithmes pour savoir ce que vous souhaitez. La différence avec l'État, c'est que l'État, lui, va demander l'avis à 4 personnes, dont une autorité administrative indépendante, qui est la Commission nationale des techniques de renseignement, pour savoir si elle a le droit de le faire. Aujourd'hui, si une personne se connecte et regarde 3-4 fois des vidéos de décapitation sur Internet, nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le savoir. C'est pourtant pas un très bon signe, vous en conviendrez. Avec la loi, si elle est adoptée telle quelle par le Parlement, nous connaîtrons le fait que quelqu'un s'est connecté 3-4 fois, 5 fois, a fait des recherches sur les décapitations, par exemple, de Daesh. Nous aurons ce signalement qui est anonyme. Le chef de service de la DGSI, c'est-à-dire des services secrets français, demanderont l'autorisation au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, et à la Commission nationale des techniques de renseignement, c'est-à-dire à 3 personnes différentes, dont une personne totalement indépendante, pour savoir si on peut lever cette anonymisation. La même chose que les écoutes téléphoniques normales. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? En réalité, c'est un complément, c'est une pérennisation de ce qui avait été lancé après, avec la loi SILT, qui avait prévu la sortie de l'état d'urgence en 2017. Donc, il y a eu des tests dans un certain nombre de départements. Les tests semblent assez concluants sur les préconisations qui ont été données. Et donc, c'est une loi mineure. Ce n'est pas du tout une grande loi sur l'antiterrorisme. C'est une loi technique
À mon avis, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je pense que les groupes parlementaires devraient les voter, enfin, je l'espère, parce qu'il n'y a vraiment rien dans cette affaire, il n'y a vraiment rien de très important. Si, ceux qui... Il y a Arthur Messot, juriste pour la Quadrature du Net, qui dit qu'il est tellement large, ce champ d'application, qu'on ne sait pas vraiment ce que la loi va autoriser. On parle d'analyse de réseau, mais on ne connaît pas la taille des réseaux dont on parle. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des opposants à cette surveillance. Ça me rappelle l'affaire de la NSA, l'agence de renseignement américaine qui écoutait d'ailleurs la France à l'époque d'Obama. On a passé l'éponge sur ce moment-là, mais c'est le problème des gigadonnées, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données de connexion? À un moment, il faut aussi les analyser, avoir les moyens de les analyser, d'en faire quelque chose. Donc là, c'est quoi? C'est dire que on fait comme tout le monde, donc on va capter des trucs et puis on va voir si on en fait quelque chose. Mais des millions de téraoctets de données de connexion, à quoi ça va rimer réellement? Et puis s'il n'y a pas derrière les moyens du renseignement, comme dit le ministre, à savoir qui finalement se connecte 10 fois par jour sur des vidéos de décapitation. Ça règle pas vraiment le problème, ça fait juste qu'on s'habitue à une société de la surveillance, de la technosurveillance, comme si c'était finalement normal. Il n'y a pas que ça dans la loi. Il n'y a pas que ça dans la loi. Il n'y a pas que ça, mais sur cette partie sur l'algorithme, ça pose question, parce que c'est la question du traitement de ces données et de ce qu'on en fait après. Donc, si vous ne regardez pas de vidéos de décapitation, il y a peu de chances que vous rentriez dans le champ de... Au final, c'est les moyens qui sont donnés à la lutte antiterroriste et au suivi des fichiers S, notamment ce qui est plus intéressant dans la loi, c'est le suivi de ceux qui sortent de prison radicalisés et comment on les suit 2 ans après. Aussi, on va l'évoquer, mais c'est vrai que cet aspect-là, aujourd'hui, on est fiché, tracé partout. Pourquoi ce type de fichage n'est pas utilisé par le ministère de l'Intérieur? Oui, les renseignements. Oui. Alors attendez, Kevin, vous laissez exprimer. Moi, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Je veux dire, tout est bon en effet pour lutter contre le terrorisme, et à un moment, il faut peut-être accepter aussi de perdre une partie de nos libertés publiques, parce qu'en effet, ce qui se passe sur notre territoire, c'est excessivement grave. Mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a absolument rien fait depuis son élection pour lutter contre le terrorisme ou pour lutter en effet contre l'insécurité, et surtout, il ne fait pas le lien entre immigration et terroristes. Quand on regarde tous les attentats qui ont lieu depuis 2016, en effet, on remarque qu'il y a un Soudanais, il y a un Pakistanais, il y a un Tchétchène, il y a un Marocain, il y a 2 Tunisiens qui finalement ont tué des personnes sur notre territoire. S'il y avait eu une politique dure contre l'immigration ou une politique en faveur de l'assimilation, peut-être que nous n'en serions pas là. Donc à un moment donné, on ne traite pas les problèmes à la racine, et il faut peut-être un petit peu se rendre compte qu'aujourd'hui, sur notre territoire, il y a des prêtres qui sont égorgés, il y a des policiers qui sont égorgés, il y a des enseignants qui sont égorgés, et on ne luttera pas contre l'islamisme, on ne luttera pas contre le terrorisme avec des mesures gadgets de cet acabit. On attend mieux d'un chef d'État. Alors, on va y revenir. Je vous donne la parole, Alexis Bachelet. Vous pouvez vous aussi réagir sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Kevin Bossuet, Alexis Poulain, Alexis Bachelet et Jérôme Dubus. On parle de cette loi antiterroriste, projet de loi qui entérine et renforce des mesures, certaines mesures qui sont déjà en cours d'expérimentation. Ça concerne le renseignement en particulier. Ça concerne, vous l'avez évoqué Alexis Poulain également, ce qui concerne les détenus qui sortent après avoir été emprisonnés pour terrorisme. On voudrait élargir de 1 an à 2 ans la surveillance de ces individus. Alexis Bachelet, donc on parlait de ces algorithmes qui permettraient de repérer des individus qui iraient sur des sites de djihadistes. Il est évident que la technologie aujourd'hui permet d'aller beaucoup plus loin dans la surveillance, dans l'investigation, et que si on avait, et je pense notamment à l'intelligence artificielle et toutes les potentialités qui vont se développer dans les années à venir à partir de l'analyse de ces algorithmes, si on avait la possibilité de tracer et de détecter et de mettre hors d'état de nuire, en particulier des terroristes, mais ça vaut en fait pour tout type de criminalité, mais en particulier la criminalité la plus violente et la plus insupportable, je pense qu'il faudrait s'en donner les moyens. Pour autant, moi je souscris quand même aux réserves émises par Alexis Poulain, c'est-à-dire que pourquoi ça pose des questions éthiques et déontologiques, parce qu'en fait on est dans ce qu'on appelle les données personnelles. Et vous savez que
on est dans un état de droit, dans une démocratie, et que l'utilisation, l'exploitation des données personnelles, elle est soumise à des réglementations. Et je pense que c'est normal et légitime qu'on ait un débat sur les garde-fous et les limites, et qu'il y ait un encadrement à une forme d'intrusion dans la vie privée, ce qui peut être une intrusion, parce que si les objectifs sont louables, on sait très bien que parfois, le mieux est l'ennemi du bien, et que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je ne souscris pas d'un point de vue philosophique au fait que pour lutter contre le terrorisme plus efficacement, il faudrait absolument réduire nos libertés. Je pense que ce discours-là, il est très dangereux, parce que c'est la porte ouverte, effectivement, à l'installation d'un autre type de régime que celui dans lequel nous vivons, et auquel justement les terroristes s'attaquent. Les terroristes, ils s'attaquent à des individus, mais ils s'attaquent aussi à un mode de vie, à des valeurs. Et je pense que les valeurs de la démocratie, de la protection de l'individu, de l'état de droit, c'est ce qui motive nos combats, et que notre résistance face à toutes les formes de terrorisme, elle est fondée sur la défense de ces valeurs-là. Voilà. Oui, sauf qu'on est en guerre, sauf qu'on a des morts, sauf qu'on a des gens qui aujourd'hui tuent des policiers, des professeurs, et qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal, à part les gesticulations et les coups de menton, à avoir des mesures un peu solides et sérieuses pour arrêter ces terroristes, même si, il faut le souligner, il y a de nombreux attentats qui sont déjoués. Mais quand on est en guerre, est-ce qu'on peut encore se prévaloir de ce que vous venez de dire, Jérôme Dubus? Oui, un point sur ce que vient de dire Alexis. Moi, je partage ces réticences, mais je crois que le projet de loi, effectivement, va donner lieu à une discussion parlementaire, qu'il sera encadré et que les libertés individuelles ne seront pas remises en cause. On a déjoué 36 attentats en 2 ans, ce qui n'est pas négligeable, contrairement à ce que disait Kevin Bossuet. Il y a une action de la DGSI qui est extrêmement forte, et d'ailleurs la DGSI a été renforcée, donc le gouvernement ne fait pas rien, ça n'est pas vrai. Je rappelle que les renseignements généraux ont été démantelés en 2007 et que ça a été une catastrophe pour le renseignement français, que donc aujourd'hui la DGSI est renforcée avec un certain nombre d'effectifs supplémentaires, mais simplement il faut lui donner les moyens de fonctionner. Et on a bien vu dans l'affaire de Rambouillet que la radicalisation de cet homme, qui finalement était en situation régulière jusqu'en 2019 et qui auparavant n'avait pas manifesté de signes de radicalisation islamiste, on n'a pas réussi à le déjouer. Or, l'un des objectifs de ce projet de loi, c'est aussi d'essayer d'éviter que le radicalisé passe à l'acte. C'est donc d'avoir une prévention qui permette de mettre à jour sa radicalisation. C'est aussi ça. Alors, il ne faut pas effectivement empiéter sur les libertés individuelles, mais je crois que c'est extrêmement important de pouvoir déjouer ce genre d'attentats terroristes. Donc, je n'ai pas tout compris ce que vous dites. Enfin, je ne comprends pas. Vous dites c'est du en même temps. Vous êtes La République en marche, donc vous faites du en même temps. Vous dites qu'il faut faire attention, mais en même temps... Je reconnais là la nuance et l'amour que porte Valérie à La République en marche. Non, mais c'est... toujours aussi fort. C'est c'est objectif, c'est du en même temps. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut faire attention, mais en même temps, il faudrait repérer ce type d'individu. Donc, concrètement, on fait comment? Donc, c'est le projet de loi. On renforce les moyens de la DGSI pour suivre ces individus sur les réseaux sociaux. C'est tout l'objet du projet de loi. Oui, donc vous êtes d'accord avec le projet de loi? Ah bah totalement, j'espère que tout le monde le votera d'ailleurs, que tous les groupes parlementaires le voteront. Oui, vous êtes, Alexis Poulain, pour aussi cette surveillance allongée pour les terroristes? Oui, je pense qu'il y a des bonnes choses dans ce projet de loi, évidemment. Il faut resserrer la bride sur la menace terroriste, parce que mais encore une fois, il y a la loi, les mots, la façon dont on communique dessus, puis la réalité des moyens. Et si on dit 2 ans de suivi, ça veut dire... je me rappelle de citations à l'époque où on disait pour suivre un fichier S, c'est 14 agents du renseignement. Donc si on le suit 2 ans, ça veut dire mobiliser encore davantage. Donc c'est bien d'avoir... C'est pour ça que je vous dis que le coût de la mégadata, de l'algorithme, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire on utilise la technologie parce que ça coûte moins cher, et puis on dit qu'on fait un truc. Mais c'est pas un truc qui va forcément aboutir à une action ou à un suivi pointu, précis. Le renseignement intérieur, c'est du terrain.
c'est des gens sur le terrain, c'est de l'infiltration, c'est une capacité d'avoir des alertes bien en amont. Et je pense pas que l'algorithme, par le biais de tout ce qu'on va voir sur les... Parce que effectivement, avant de décapiter Samuel Paty, le Tchétchène regardait des vidéos d'imams sur TikTok. Ouais. Bon, c'est pas parce qu'on va aller voir des vidéos d'imams radicaux sur TikTok qu'on va dire lui va peut-être passer. Donc je crois qu'il y a on évite la question qui fait mal en fait, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme moyen au renseignement intérieur. Et ce qu'a dit Jérôme Dubus, c'est parfaitement faux, parce que le terroriste de Rambouillet a été régularisé en 2019 et il publiait des choses islamistes avant 2019. Donc comment on peut régulariser quelqu'un, en effet, qui publie ce genre de choses, alors qu'il suffisait finalement d'aller sur son profil Facebook. Donc régulariser, c'est bien, sauf qu'il faut baser les régularisations sur la méritocratie et surtout faire une véritable enquête, parce que tous les ans on régularise des gens, en effet, qui n'ont rien à faire en France et qui haïssent la France et qui haïssent notre République. Je n'ai jamais dit qu'il fallait régulariser à tour de bras, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que dans le cas actuel, cet homme qui était employé, qui avait un contrat de travail depuis 2009, était en situation régulière. C'est déjà assez curieux que des employeurs emploient quelqu'un en situation régulière alors que la loi l'interdit. Bon, c'est déjà un premier fait assez curieux. Et deuxièmement, je n'ai jamais dit qu'il fallait régulariser ce genre d'individu. C'est totalement faux. On a un auditeur en ligne avec nous, Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Valérie, bonjour à tous vos auditeurs et vos invités qui sont avec vous. Oui. Moi, simplement, ce qu'on vit depuis un peu quelques années en France par rapport aux terroristes islamiques, on ne le dit pas assez, nos politiques sont fautifs à plus de 100%. Nos lois, il faut les changer de suite. Parce que dans quel pays on laisserait dans le monde égorger nos policiers, décapiter nos professeurs, nos civils, comme le Bataclan, pas égorgés mais simplement assassinés, et laisser faire ça, ou les 2 jeunes filles à la gare Saint-Charles. Mais il y a tellement d'exemples qui sont récurrents et qui reviennent par une certaine idéologie islamiste. Il n'y a que ça qui marche et il n'y a que ça qui est fait. Et on ne fait rien. Alors on amène des bougies, des nounours, ça suffit. Quelqu'un qui est en situation irrégulière n'a pas à rester sur le territoire. On doit changer nos lois. Et comment on peut embaucher, une société peut embaucher des gens qui ne sont pas en situation régulière. C'est là le mal, il n'y a pas que là. Il faut arrêter les subventions, il faut arrêter toutes ces associations qui sont faites là pour détruire notre pays, pour allier notre pays. On a un pays, on a des droits et les devoirs. Nous, Français d'origine, et beaucoup d'étrangers respectent les lois à 100% ou pratiquement, parce qu'on a tous une part d'obscurité comme tout le monde. On n'est pas parfait, et je veux bien le concevoir. Mais par contre, il faut arrêter et dire les choses. Et nos politiques, il faut tous les changer et amener des gens au pouvoir en changeant les lois. Stéphanie, ce matin, sur une chaîne concurrente, une chaîne de télévision, il a dit on régularise 30 000 personnes. Mais quand ils étaient au pouvoir, la droite, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des décennies? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Il est là le problème. Le grand problème, il est là. Il faut arrêter. Moi, cette pauvre dame qui a 45 ans, enfin, je ne sais pas quel âge elle avait exactement, je ne vais pas me tromper, mais mère de 2 enfants, égorgée, tout ça, parce qu'elle allait mettre sa pièce dans le rotateur ou le disque pour être en légalité avec son stationnement. Elle est décédée, elle a été égorgée. Et là, on va rendre le corps et la famille vont aller l'enterrer quelque part, comme il a fait le Tchétchène. Ils ont fait une cérémonie, il ne faut même pas le rendre, c'est fini, il faut changer il faut tout revoir là, les enfants. Bon, merci de votre témoignage, Jean-Noël. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Il faut dire qu'il y a aussi un certain nombre de terroristes qui, comme les frères Kouachi, qui étaient français. Donc ça réglera pas tous les problèmes non plus. Et puis on voit aussi les mobilisations quand il y a des personnes en situation irrégulière, comme le jeune Malien qui travaillait chez un boulanger. Donc c'est difficile de globaliser aussi. Oui, mais le problème des frères Kouachi, c'est que finalement, ils ont été des années sur les bancs de l'école de la République et finalement, on leur a pas appris à aimer la France. Ils sont grandis dans une haine de la France et c'est quelque chose qui n'est pas admissible. Je ne sais pas si vous avez vu passer une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est sorti hier, où vous avez notamment un jeune maghrébin qui appelle à un nouveau génocide, notamment des juifs et des homosexuels. On en est là aujourd'hui et ce genre de propos, quand on va en banlieue, on l'entend parce qu'il y a des jeunes qui grandissent dans l'antisionisme qui n'est que le faux nez de l'antisémitisme
l'antisémitisme et qui grandissent dans l'homophobie. Et ça, ce n'est pas acceptable. À un moment donné, il faut être ferme, il faut criminaliser l'islamisme. À partir du moment où une association ne condamne pas le meurtre de Samuel Paty, ou est ouvertement antisémite, elle doit être dissoute. Et à partir du moment où il y a un étranger sur notre territoire, en effet, qui ne partage pas les valeurs de la République, dort. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça, Alexis Bachelet. J'attends de la nuance. Alors attendez, ce sera juste après la pub. Vous avez le temps. Merci, Valérie. Vous avez le temps de réfléchir. C'est la pub. Alexis, vous réagirez. Je vais sortir mon nuancier. Voilà, sortez votre nuancier. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous parlons de ce projet de loi antiterroriste. Avec vous, avec Jérôme Dubus, avec Alexis Bachelet, Kevin Bossuet et Alexis Poulain. Donc Alexis Bachelet, un peu de nuance. Oui, intervenir après Kevin, c'est toujours avoir une réflexion sur la manière dont on doit affronter cette violence et ces attaques contre notre pays sans sombrer dans les solutions faciles ou les discours, je dirais, du style il faut tout changer ou rien n'est fait. Je pense qu'il y a eu des lois nombreuses, et j'en ai voté quelques-unes, qui ont considérablement renforcé l'arsenal de la France pour lutter face à ce phénomène terroriste. C'est aussi d'ailleurs, il faut aussi le reconnaître, il n'y a pas que la France qui est confrontée à ces vagues de terrorisme. Il y a eu des attaques malheureusement dans tous les grands pays européens. C'est dans les pays d'ailleurs musulmans qu'il y a le plus d'actes terroristes, parce qu'il faut aussi rappeler quand même que l'islamisme, il frappe partout, et y compris d'ailleurs dans les pays musulmans. Et donc, on est confronté à cette vague, il faut l'affronter. Il faut l'affronter de manière déterminée, mais aussi en étant confiant dans la capacité de notre démocratie à faire face à ces phénomènes sans effectivement sombrer dans une atteinte massive à nos libertés. On revient au débat précédent. C'est pas parce qu'on va expulser 10 fois plus de gens sans avoir de critères, juste parce qu'ils sont étrangers dehors. Et puis c'est pas parce que on va renforcer. C'est pas. Attendez. C'est pas parce que quand on écoute Kevin, on voit pas la nuance. On ne sait pas sur quels critères. Ceux qui ont la haine de la France, c'est ce qu'il est. Voilà. Excusez-moi, si vous avez une capacité à rentrer dans le cerveau de chaque personne pour savoir qui a la haine de la France, un peu, beaucoup ou à la folie, c'est quand même plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Mais écoutez, quand on va dans une mosquée salafiste et qu'on entend des propos homophobes, antisémites et sexistes, moi je suis désolé, en effet, on a là des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Vous avez aussi des Français qui ont la haine de la France, qu'est-ce que vous en faites ? Ils peuvent être expulsés, et c'est déjà le cas d'ailleurs. Il y a déjà eu des imams expulsés parce qu'ils avaient tenu des propos haineux lors de prêches, etc. Et puis ne disons pas non plus que rien n'est fait, qu'on laisse passer tout, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. La nuance, elle est là. La nuance, c'est que y a des gens qui ont tendance effectivement à voir toujours le verre à moitié vide en disant il faudrait plus. Et puis la réalité, elle est un peu différente. La réalité, c'est qu'il y a des attentats qui sont déjoués, que la France a considérablement renforcé son arsenal pour faire face à ces vagues terroristes et que ça n'est pas suffisant peut-être. Il faut encore améliorer un certain nombre de choses, mais de là à dire que tout le monde s'en fout et que rien n'est fait, non, c'est pas vrai. Alexis Poulain. Je pense qu'on c'est pas juste de parler de vagues terroristes, parce que je crois qu'on vit dans un monde terroriste. Il y a plus de vagues. C'est un état de fait. Le problème, c'est on déjoue des attentats, mais de manière classique, c'est-à-dire des gens qui sont dans des filières irakiennes, syriennes, libyennes, qui ont des réseaux, qui s'organisent. Là, on a affaire à ces attentats au couteau. Low cost, qu'on appelle low cost assez mal d'ailleurs. Voilà, mais enfin pas low cost, mais simplement l'attaque au couteau de personnes radicalisées, indépendantes, qui après vont être récupérées par tel groupe ou tel groupe, et qui sont extrêmement difficiles à déceler. Et c'est là où toute la question du renseignement intérieur se pose, parce que peu importe les moyens, peu importe la capacité de prévoir, ça reste extrêmement difficile de prévoir ce passage à l'acte, de savoir que cette personne va le faire, parce qu'on peut le faire avec une voiture et un couteau. Et c'est ce qui se passe maintenant dans tous les pays européens. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'on est dans des stratégies de vagues. Et
où on est conscient au renseignement, c'est de savoir qu'on est en année électorale, donc c'est encore plus dangereux, qu'il y a des périodes de l'année où c'est encore plus dangereux, qu'il y a des thématiques qui font que, parce que engagement au Mali, parce que, etc., on va avoir plus de danger. Mais c'est juste une façon de vivre avec ça qui fait que c'est difficile pour les services de renseignement d'agir. Et il n'y a pas de solution facile. Je ne crois pas que expulser des gens soit facile, sinon ça aurait été fait depuis longtemps. Donc on voit bien que les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ne sont pas exécutées, ne sont pas respectées. Donc c'est que c'est pas facile à mettre en œuvre. Ou alors c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais avec Gérald Darmanin, je crois pas. Je crois qu'il y a une volonté politique. Donc il y a aussi une question de réalité de l'administration, des moyens du renseignement qui fait que c'est des problèmes complexes, délicats à gérer sur le temps long. Sur les libertés, là c'est à Alexis Bachelet que je m'adresse. Je reprends les mots de Gérald Darmanin qui dit qu'il faut arrêter une certaine naïveté. Toutes les grandes entreprises utilisent des algorithmes et il n'y aurait que l'État qui ne pourrait pas les utiliser. Il n'a pas tort. Non, mais il a raison de ce point de vue-là. On est fiché partout. Il y a des évolutions technologiques qui font qu'aujourd'hui, il y a énormément de données personnelles qui avant étaient inaccessibles et qui aujourd'hui sont dans les data centers des entreprises privées. Parce qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, à chaque fois que vous vous déplacez, à chaque fois que vous participez... vous cliquez sur... vous cliquez, à chaque fois que vous cliquez ou à chaque fois que vous allez même vous connecter, simplement aller sur Internet. Maintenant, on peut savoir effectivement sur quel site vous allez quasiment en temps réel. Donc, c'est vrai qu'il y a des évolutions technologiques qui posent question. Je ne suis pas opposé à ce que l'État, à un moment donné, pour des raisons en particulier de sécurité, puisse avoir accès à ces solutions technologiques. Au contraire, simplement, je le dis, c'est des choses quand même qui doivent être encadrées parce que, encore une fois, on est dans une culture européenne de l'habeas corpus et de la préservation aussi d'un certain nombre de libertés individuelles. Et ce n'est pas être dans la nuance, c'est rappeler que fondamentalement, c'est ce qui fait aussi l'identité de nos sociétés. Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça que Kevin devrait y être attaché, parce que lui, qui est attaché à l'identité de la France, et ben, l'identité de la France, c'est aussi les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Oui, voilà. mais juste un mot, je vous donne la parole. C'est-à-dire que je rappelle votre phrase du début, tout ce qui est excessif est insignifiant. Gérald Darmanin a rappelé également qu'il y avait des garde-fous avant la levée de l'anonymat. Oui, bien sûr. Donc on ne veut pas dire pour ou contre, il faut voir dans le détail. Kevin, vous voulez répondre à Alexis ? Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Évidemment que tout cela doit être encadré, mais je ne comprends pas ce débat qu'on a encore finalement sur ces privations de liberté. Le problème, la remise en cause de nos libertés, ce n'est pas ces lois-là qui l'a créé, c'est l'islamisme. Il est là le problème en fait. Et quand vous parliez tout à l'heure que finalement le terrorisme islamiste touche l'ensemble du territoire européen, ce n'est pas vrai. Allez voir en Hongrie, allez voir en Pologne, allez voir en Slovaquie, allez voir en République tchèque, des pays qui ont mené une autre politique en matière migratoire et en matière d'assimilation. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut sortir aussi de ce terrorisme intellectuel, de l'islamophobie. Je veux dire, on a peur d'être taxé d'islamophobe, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, à un moment donné, il y a sur notre territoire des musulmans qui sont sans arrêt stigmatisés, qui en ont marre qu'on les assimile notamment à ces terroristes et qui regrettent en effet qu'on ne soit pas plus vindicatif et qu'on ne soit pas plus dur vis-à-vis de ces gens, en effet, qui détournent la religion musulmane à des fins criminelles. On a besoin d'une politique claire, on a besoin d'une politique qui renforce notre droit à la sécurité, parce que votre discours, Alexis, allez le tenir notamment aux enfants de cette policière qui a été égorgée, allez le tenir à la famille de Samuel Paty, je pense qu'ils trouveraient ça inadmissible. Maintenant, de l'action. Bon. Je crois qu'il ne faut pas remplacer un terrorisme intellectuel par un autre terrorisme intellectuel. C'est ça, c'est une forme de terrorisme. Ce qu'est en train de faire un petit peu notre ami Bossuet, mais on a l'habitude. Mais c'est la vérité, Jérôme. Non, mais attendez, laissez-moi termier. Alors allez-y. Sur l'affaire de... Il y a quand même un problème dans la nation française. Il ne faut pas le nier. On a été ceux qui avions le contingent le plus important de djihadistes en Syrie et en Irak. On était la nation numéro 1, si je puis dire, avec ce contingent, entre guillemets, de djihadistes. Ça pose quand même un problème, ça manifeste de quelque chose. On a des problèmes d'intégration, on le sait, de plus en plus. Et donc, si vous voulez, d'abord, il ne faut pas se masquer derrière son petit doigt. Il y a ces problèmes-là. Et ce que je viens de dire est significatif de l'État, je ne dis pas de délitement, parce qu'on va me dire que je soutiens la tribune des généraux à la retraite,
Et en tout cas, Attention. il y a des problèmes il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Et deuxièmement, sur l'affaire des gens en situation irrégulière, des étrangers en situation irrégulière, les circulaires Valls de 2012 et la loi Ayrault de 2012, qui nous a été un peu imposée par la Cour européenne des droits de l'homme, est une catastrophe. Vous vous rendez compte qu'on est dans des situations où on emploie des gens, où on signe des contrats de travail par un certain nombre d'entreprises qui recherchent effectivement de la main-d'œuvre qu'ils ne trouvent pas, avec des gens en situation irrégulière. Et que parce qu'ils ont obtenu un contrat de travail pendant 2 ans, 3 ans, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont payé des impôts en situation irrégulière, on les régularise. Enfin, on marche sur la tête. Là, on ne peut pas continuer comme ça, c'est clair. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. Faut-il ouvrir la vaccination à tous? Quand on voit le nombre de créneaux de vaccination qui sont disponibles aujourd'hui partout en France, on peut se poser la question, même si l'exécutif persiste et signe à vouloir garder des créneaux. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Et la question qui se pose, c'est faut-il ouvrir la vaccination à tous? 230 000 créneaux de vaccination étaient hier disponibles partout en France. Pourtant, l'exécutif persiste et signe. Seuls les publics prioritaires demeurent éligibles pour se faire vacciner contre le Covid, avec des médecins qui témoignent qu'ils sont obligés de jeter des doses d'AstraZeneca. Et puis, on en parlait à l'instant avec Kevin Bossuet, parfois des petits arrangements, les mairies, enfin les médecins qui appellent, c'est pas forcément mal, mais en disant voilà, il reste des doses, faites-vous vacciner. Donc c'est peut-être Alexis Bachet, comment ça se passe chez vous, dans votre mairie? Chez nous, dans votre ville? Chez nous, on a ouvert un centre de vaccination, je dirais, depuis le 19 avril. Donc, il vient juste d'ouvrir il y a quelques jours. Et effectivement, je vous confirme que quand il reste des doses, et pour ne pas jeter ces vaccins qu'on a attendus, et qu'on attend encore d'ailleurs pour une grande partie de la population, eh bien, on prend des gens qui ne sont pas dans les catégories d'âge ou de profession qui sont autorisées par le gouvernement. Voilà. Il y a une dimension, on va dire, pragmatique, c'est qu'il y a humaine. Voilà. Il y a des gens qui viennent à l'entrée du centre de vaccination et qui attendent la fin de la journée pour savoir s'il reste des doses et si c'est possible de se faire vacciner, bien qu'ils ne soient pas dans les catégories d'âge autorisées. Et donc, les professions médicales, par pragmatisme, font des vaccins aujourd'hui. Alors bon, on peut trouver les tenants de l'ordre pur et parfait diront que c'est pas comme ça que ça devrait se passer, mais moi je vous raconte comment ça se passe en vrai sur le terrain et c'est vrai que moi personnellement je comprends que dans un centre de vaccination, s'il y a des gens qui sont prêts à se faire vacciner et qui ne prennent la place de personne, eh bien qu'on les vaccine, voilà, parce que sinon c'est toujours mieux que de jeter les vaccins. Ouais. Qui veut réagir? Oui, moi Kevin. Alors attendez. Jérôme Dubus. Disait Alexis, effectivement, il faut être pragmatique. D'ailleurs, les pharmaciens le sont. Ils vous appellent en vous demandant le vendredi soir à 18h, il me reste 2 doses, est-ce que vous les voulez? C'est arrivé à plusieurs reprises. Les médecins également. Simplement, et dans les centres de vaccination aussi, et moi je crois que c'est la bonne solution. Simplement, il y a encore 4,5 millions de gens dits prioritaires qui n'ont pas été vaccinés. Alors, est-ce qu'ils veulent être vaccinés ou est-ce qu'ils ne veulent pas être vaccinés? Moi, je ne le sais pas. Je ne connais pas ces 4,5 millions de gens à titre individuel, mais il y a un problème avec le vaccin AstraZeneca. Aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui ne veulent plus se faire vacciner avec AstraZeneca. Vous avez même des médecins qui déclarent qui, après avoir fait la première injection AstraZeneca, ne feront pas la deuxième avec AstraZeneca. Donc parce qu'il y a une responsabilité, on l'a évoqué hors antenne, parce qu'il y a une responsabilité des médecins. S'il se produit un accident rarissime compte tenu des chiffres et du nombre de vaccinations, le médecin est responsable. Donc effectivement, c'est la raison. C'est pas parce qu'il y a trop de vaccins, c'est parce que les gens ne veulent plus, enfin une majorité ne veut plus
de ce vaccin, et donc on a des créneaux qui sont ouverts depuis une quinzaine de jours. Mais même pour du Pfizer, même pour du Pfizer et du Moderna, parce qu'il y a une sorte il y a une sorte de rejet du Moderna, puisque ça finit en A, oui, et que les gens font l'amalgame ou l'assimilation, mais c'est exactement le même vaccin que alors Pfizer. Là, on critique la France, mais les Pays-Bas vont jeter 11 millions de doses d'AstraZeneca. Eux, ils ont refusé d'ailleurs d'aller avec l'Agence européenne du médicament en disant que non, finalement, ils n'en prendraient pas. Nous, c'est encore un problème de logistique. Pourquoi, effectivement, on n'ouvre pas plus largement à ceux qui souhaitent se faire vacciner la vaccination, tout simplement pour aller plus vite? Il n'y a pas de raison. Si les gens souhaitent se faire vacciner, ils devraient avoir un accès au vaccin. Là, on marche sur la tête. On est en train de vouloir vacciner contre leur gré des gens qui n'en veulent pas forcément, même si c'est la tranche d'âge, ou alors qui ne sont pas informés. Donc, soit on revoit la politique vaccinale. Se faire vacciner, qui sont sur liste d'attente. Absolument. Oui, voilà. Donc, c'est pas normal. Donc, ça, c'est pas normal. Oui, c'est le monde à l'envers. Et il y a des outils. Alors, il y a Vitmadose de Covid Tracker qui a été mis en place, etc. Qui est privé. Oui, qui est privé, mais qui est privé, mais qui permet justement, vu que ça s'organise pas. C'est encore une fois pour pointer, Jérôme Dubus, l'amateurisme, je vais employer un mot, allez, on va mettre des guillemets, du gouvernement qui n'a pas été capable de faire ce que cet informaticien de 24 ans a réussi à mettre en place avec Covid Tracker et Vitmadose. Oui. Ben voilà, tout simplement. Et alors que c'est la Startup Nation, la République en marche, mais visiblement pas quand ils sont aux commandes. Donc là, il y a un vrai problème, et je pense qu'il faut le régler rapidement, parce que les chiffres annoncés de 20 millions puis 30 millions de vaccinés en juin, je ne sais pas si on va y arriver, s'ils vont être oubliés, noyés par un flot de communication, parce que ça, pour le moment, ils sont très forts en communication, même si c'est complètement erratique. Mais est-ce que ce sera tenu? C'est erratique ou ils sont très forts? Ils sont très forts pour noyer le poisson. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour un nouveau truc. Le contraire. Non, mais vous pouvez pas trouver normal que le président de la République lundi sorti. Attendez, laissez-moi finir. Vous pouvez pas trouver normal que le président de la République lundi devant des écoliers dise ah oui, on verra pour le couvre-feu à 19h, puis qu'il parle au maire hier en disant oui, peut-être on verra, avant même d'en parler à son gouvernement, du Conseil de défense de ce matin, ou de prendre la parole devant les Français. Cette façon de communiquer, elle est complètement foutrarque. Dans les secrets d'État? Non, mais c'est pas une question de secret d'État. On voit bien que c'est du teasing, c'est du saupoudrage, c'est des ballons d'essai. C'est tout sauf une stratégie. Oui, on a Chris qui nous dit, moi je me suis fait vacciner au Pfizer il y a quelques jours, c'était en fin de journée, il restait 2 doses, ils ont appelé partout pour trouver des gens qui à vacciner et ne pas jeter ses doses. Et il dit, par contre, je connais quelqu'un qui a besoin d'être vacciné parce qu'il part en voyage pour son travail et il n'arrive pas à se faire vacciner. Donc oui, c'est incompréhensible. Cette campagne est un échec. On a le gouvernement qui nous parle d'une accélération de la vaccination, alors que la vérité, c'est qu'on vaccine moins par rapport il y a encore 15 jours. Enfin, c'est incompréhensible. Et le fait qu'on n'ait pas priorisé en fonction de certaines professions, c'est juste inadmissible. Regardez, les enseignants souhaitent de se faire vacciner, et Macron nous raconte finalement que les seuls enseignants qui peuvent se faire vacciner, c'est ceux qui ont plus de 55 ans. Mais c'est profondément honteux. Pourquoi on ne vaccine pas tous les enseignants? Pourquoi on ne vaccine pas tous les policiers? Pourquoi on ne vaccine pas les livreurs de moins de 55 ans? Pourquoi on ne vaccine pas les caissières de supermarchés? Enfin, c'est inadmissible. Et je pense aussi à cette jeunesse qui est encore une fois sacrifiée, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous disent en effet, mais c'est inadmissible. Pourquoi moi je ne peux pas me faire vacciner? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances? Et certains vont même jusqu'à dire finalement ils vont faire exprès de choper le virus avant les vacances pour être immunisés et pour pouvoir passer les frontières. On en est là aujourd'hui, donc vaccinons, nous devons accélérer. Oui. C'est ce qui est en train de se faire. Ben, regardez les chiffres, c'est totalement faux ce que vous venez de dire. C'est la pure vérité. Hier. Alors bon, on a notre ami Kevin qui est l'aboyeur en chef contre le gouvernement. On connaît ses méthodes. C'est mieux que d'être le toutou de Monsieur Macron, Monsieur Dubu. Il est contre tout. Il est contre tout ce qui se fait. Il aboie en permanence. Mais quand on lui demande une précision, il n'est pas capable de nous la donner. 500 000 personnes vaccinées hier. C'est la première fois que ça se produisait. Alors regardez les chiffres. Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec les doses qui restent? Quelle est votre position? Olivier Véran, lui, a marqué un très léger infléchissement, puisqu'il a dit si jamais il n'y avait pas de public prioritaire vaccinable, et comme je ne veux pas qu'on jette les doses, les savent ce qu'ils ont à faire et peuvent contacter les jeunes, peut-être un peu plus jeunes, qui présentent des comorbidités. Je vais vous dire très clairement ce que j'en pense, et ça ne va pas faire plaisir, et parce que ce n'est pas dans le trend de ce qu'a choisi le gouvernement. Les 4,5 millions de personnes, moi je considère que s'ils ne sont pas venus,
c'est que pour partie, ils ne voulaient pas se faire vacciner, que sur les personnels prioritaires, tous ceux qui veulent se faire vacciner, même moins de 55 ans, il faut les prendre, les profs, etc. Il faut les prendre. Et tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont prioritaires, tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont choisi de ne pas venir. Oui, mais ceux qui veulent le faire, oui, Alexis Bachelet. Pas courir après. Oui, juste une précision, parce que bon, c'est toujours pareil, la vérité, elle est un peu entre deux discours un peu excessifs, quoi. On peut avoir le côté irénique et puis le côté catastrophique. Bon, moi, je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le terrain, que ce soit les élus locaux comme nous ou les personnels de santé qui font fonctionner les centres de vaccination, ils n'ont pas attendu l'autorisation d'Olivier Véran pour avoir des listes d'attente. Et quand les gens prioritaires ne sont pas au rendez-vous, ils décrochent leur téléphone. Bien sûr. Et ils appellent les gens qui sont sur la liste d'attente, y compris des enseignants de moins de 50 ans. Bien sûr. Et ils vaccinent les gens qui sont volontaires pour se faire vacciner et qui sont en attente. C'est que sur le terrain, ça se passe déjà comme ça. Mais ça crée quand même. Le gouvernement, il va pas être pragmatique, parce que de toute façon, ils ont toujours du mal à se positionner. Et c'est vrai que souvent, les initiatives de terrain, elles ont un peu d'avance par rapport à ce qui se passe au sommet. Mais j'ai envie de dire, c'est depuis le début de la crise, c'est pas pour rien que depuis plusieurs mois, les maires, les élus locaux ont réclamé d'avoir les moyens d'agir sans attendre systématiquement les autorisations du gouvernement, parce que sinon, on n'en sort pas. Et à l'inverse, il y a des fois des décisions du gouvernement qui sont prises et qui sont inapplicables sur le terrain. Donc, je veux dire, la question, c'est qu'aujourd'hui, la campagne de vaccination, même si ça a été long à se mettre en place, même s'il y a encore des choses à améliorer, elle se déploie. Voilà. Les centres de vaccination, ils commencent à être ouverts un peu partout. Nous, on a réclamé pendant 2 mois à Colombes d'avoir un centre de vaccination, parce qu'on est quand même dans une grande ville de 85 000 habitants. On a eu enfin l'autorisation d'ouvrir, parce que c'est l'État qui décide, le préfet, le 19 avril. Et nous, je vais vous dire, pour vous donner un ordre de grandeur, nous, on a une capacité de vaccination de 4000 vaccins jour. C'est-à-dire que si on avait les doses, on pourrait vacciner, par semaine, 4000 par semaine. Aujourd'hui, la première semaine, on en a fait 400, parce qu'on a eu 400 doses. Cette semaine, on a 700 doses, donc on vaccinera 700 personnes. Et si on a plus de doses par semaine, quand on aura 4000 doses par semaine, eh bien, on vaccinera 4000 personnes. Voilà, tout simplement. Là, aujourd'hui, on n'a encore pas suffisamment de doses pour vacciner tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça, honnêtement, que le gouvernement freine un petit peu sur les catégories d'âge. Parce que si demain, vous voyez d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne, Angela Merkel, elle a annoncé qu'à partir du mois de juin, on vaccinerait tous les Allemands sans aucune condition. Et l'Allemagne est en avance. Donc ça veut dire qu'en fait, pourquoi on n'annonce pas ça en France ? Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de doses et qu'on n'a pas cette capacité à vacciner tout le monde. Mais c'est la vérité. Je suis d'accord avec ton constat, Alexis, sauf que l'Allemagne n'est pas en avance. On est à peu près au même niveau que l'Allemagne. On verra si au mois de juin, on est en capacité de vacciner toute la zone en France. Et je pense qu'on sera avec 500 000 par jour, on sera à 30 millions au mois de juin. Et d'après Covid Tracker, en effet, la vaccination en France est en baisse depuis le 12 avril. Donc c'est ce que je viens de vérifier sur Covid Tracker. Donc voilà, au lieu de propager des fake news, Jérôme, vérifiez également vos chiffres. Oui, mais... Non, 500 000 hier. Oui, mais depuis le 12, c'était en baisse. C'est ce que dit Covid Tracker, peut-être apparemment. Que ça a repris Peut-être hier, que ça a repris, on va pas chipoter. Non, mais la question, c'est vrai que cette question, je vous la pose, parce que quand on voit qu'il y a autant de créneaux de libres un petit peu partout en France, 224 000 doses, que vont devenir ces doses et quelle est la réponse ? Donc, Alexis Bachelet... Valérie, moi je veux bien qu'on ouvre, très bien, mais si les gens ne veulent plus d'AstraZeneca, on ne va pas leur injecter de force. Enfin... Il faut quand même être réaliste, c'est ça aussi la réalité sur le terrain. Il y a des médecins qui disent « je ne veux plus injecter AstraZeneca ». Et laissons ceux qui veulent se faire vacciner, y compris AstraZeneca, que ça soit possible. Un mot sur le couvre-feu. Est-ce qu'il faut l'assouplir, le lever ? En tout cas, visiblement, ça ne semble pas faire partie des plans du gouvernement, malgré ce qu'avait laissé entendre le chef de l'État lorsqu'il était en déplacement dans une école. Ça permet d'éviter les rassemblements, mais avec les beaux jours, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'autant qu'il y a des études qui sortent, encore une fois, pour dire que le masque en extérieur ne sert le pas à masque, grand-chose. oui, déjà on voit que la doctrine va évoluer sur le masque, et heureusement, il serait temps. Mais on a l'impression qu'en fait, personne ne veut se dédire là-dessus, parce que le gouvernement passerait pour un con en disant bon, on vous a demandé des trucs stupides, et c'est vrai, foutre des amendes à des gens sur une plage parce qu'ils portaient pas de masque, c'était peut-être anticonstitutionnel même, et peut-être va falloir y rembourser ces amendes. Donc déjà évidemment après la connaissance du virus avance, etc., la vaccination avance, donc on va pouvoir enlever le masque en extérieur. Hurrah. Deuxième problème, le couvre-feu à 19h. Alors, comme je le disais, le président disait à une élève de CM2, c'est peut-être un peu tôt, on va voir. Hein. Donc, il va peut-être falloir décaler avec évidemment l'allongement des journées à changer ce couvre-feu, mais aussi pour les commerces, tout simplement. Les commerces, ils sont fermés pour l'instant. Non, mais ils sont fermés, mais il va falloir les rouvrir aussi à un moment ou à un autre. Enfin, vous vous rendez compte, ça fait depuis octobre qu'on est en confinement couvre-feu. Ça fait quasiment un an qu'on vit sous ce régime d'exception, avec des commerces qui sont flingués, avec des vies qui sont flinguées. Il y a eu un nombre de suicides incalculable. D'ailleurs, on n'a pas les chiffres. J'attends d'avoir la vague, l'autre épidémie. Non, mais c'est pas anodin. Les soignants, d'ailleurs, qui sont au-dessus de la moyenne en termes de taux de suicide. Mais on a 6 000 personnes en réanimation aujourd'hui. Et on a 6 000. Et avec ces mesures, et avec ces mesures formidables, on a 6 000 personnes en réanimation. Donc, mais alors, franchement, personne n'a dit que c'était des mesures formidables. Alors pourquoi on les garde? Pourquoi on dit mais le couvre-feu on va le garder? Non, mais vous voulez qu'on adopte un principe à l'anglaise ou à l'israélienne, on a confiné durement pendant 2 mois, voire 3 mois, c'est aussi une possibilité. C'est pas le choix qui a été fait. Et chacun, et beaucoup de gens se sont félicités du choix qui a été fait de ne pas confiner durement. Je vous rappelle que les Israéliens, dont on vante l'accélération de la vaccination à juste titre, ont en parallèle confiné pendant 2 mois extrêmement faible, extrêmement fort, avec des mesures qui ne permettaient pas aux gens de bouger au-delà d'1 kilomètre. Bon, est-ce que c'est ça qu'on voulait en France? Quand on voit les courbes, c'est ce qu'on a fait en mars 2020, et ça fonctionne. Quand on fait un confinement dur d'1 mois, ça fonctionne. Quand on fait 6 mois de confinement couvre-feu, ça ne marche pas. Mais non, mais vous voulez imposer des choses que la population ne veut pas. C'est quand même. Non, mais simplement, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a adopté une stratégie. Bon, on en a déjà parlé des dizaines de fois. On a décidé de ne pas confiner rapidement au début de l'année, alors qu'on savait qu'on allait vers une nouvelle vague de contamination. Le gouvernement a choisi une autre stratégie qui est d'abord d'imposer un couvre-feu de plus en plus dur par région. Et puis finalement, devant la réalité de la diffusion de la contagion, il a été obligé de reconfiner. Bon. Donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. On peut refaire 10 fois le débat. Moi, je pense qu'il aurait fallu confiner plus durement, plus tôt. Voilà. Un peu comme en Israël ou dans d'autres pays. Bon, c'est terminé. Maintenant, c'est passé. Il faut qu'on avance. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le couvre-feu, il est de plus en plus difficile à tenir parce qu'il est très, très long. Qu'on arrive aussi en une période printanière, estivale, où les gens ont de plus en plus envie de sortir, que ils ont envie de sortir, mais on a 6 000 personnes en réanimation. Je veux dire, vous pouvez avoir envie de sortir, vous pouvez dire il fait beau. Je vous dis pas qu'il faut lever le couvre-feu tout de suite et maintenant, ça serait peut-être pas un bon signal, mais je vous dis que d'un point de vue concret sur le terrain aujourd'hui, c'est très difficile de faire respecter. Et si on devait mettre des amendes à tout le monde, il y aurait aussi des levées de boucliers, quoi. Voilà, c'est ça la réalité. C'est fini. Non, mais il faut juste accélérer la vaccination. Il faut vacciner, et puis assouplir certaines mesures. Par exemple, le port du masque. Je pense que les gens porteraient davantage le masque à l'intérieur si on leur permettait, en effet, de les retirer à l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Donc, essayons de ménager la chèvre et le chou dans le bon sens du terme cette fois-ci. Je vous enverrai, Alexis Poulain, un lien que m'envoie un médecin sur le taux de suicide. C'est faux ce que vous dites, il y a eu moins de suicides en période de Covid qu'à l'accoutumée. Donc je vous l'envoie, c'est sur PubMed, donc c'est plutôt sérieux. Les suicides de soignants depuis le début de l'année, il a vu aussi les chiffres? Écoutez, dans son hôpital, en tout cas, il me dit qu'il n'y a pas plus de suicides. Allez, on en reparlera, et c'est, pardon à André Berkoff pour ce retard. Très bonne journée sur Sud Radio.